Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on corrige l'exo 4 du sujet Asie du 10 juin 2024, à savoir le vrai-faux avec justification. C'est parti direct. Le premier truc que je voudrais dire sur l'exo 4, ça parle de l'importance de bien lire l'énoncé. Des fois on veut gagner du temps, on dit ouais c'est bon, c'est un QCM, ça y ressemble, et on se précipite. Ici c'est un vrai-faux, mais toute réponse non argumentée, non justifiée, ne donne aucun point, c'est sur 5, donc direct, vous perdez 5 points alors que vous y passez du temps. Lisez la question, ça prend quelques dizaines de secondes, faites bien gaffe, soyez méthodique, ne vous précipitez pas, ça sert à rien. Affirmation 1, tout de suite décroissante et minorée par 0, converge vers 0. Alors, tu dois savoir que le théorème de convergence monotone, qui dit donc que tout de suite décroissante et minorée convergent, ou que tout de suite croissante et majorée convergent, ne donne pas la valeur de la limite. Du coup, cette affirmation, intuitivement, elle est fausse, parce que vous avez une suite décroissante minorée par 0, si elle convergeait automatiquement vers le minorant que vous avez trouvé, ça voudrait dire que tout ce qu'on vous a fait faire pendant l'année sur le point fixe, ça servait à rien. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que pour montrer qu'une affirmation est fausse, on cherche un contre-exemple. Le contre-exemple, on va le fabriquer et l'idée, c'est de le faire le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche une suite qui vérifie les hypothèses, donc qui soit décroissante et minorée par 0, mais qui ne vérifie pas la conclusion, c'est-à-dire qui ne converge pas vers 0. Si elle est décroissante et minorée par 0, ça veut dire qu'elle converge. Et même qu'elle converge vers quelque chose de positif ou nul, de supérieur ou égal à 0. Donc je ne vais pas chercher une suite décroissante minorée par 0 qui ne converge pas, je ne peux pas en trouver. Je vais chercher une suite décroissante minorée par 0 qui converge vers quelque chose de supérieur à 0. Je connais dans mon arsenal de suites une suite décroissante qui converge vers 0. La voici. Alors celle-là, bien sûr, elle ne convient pas pour faire contre-exemple, puisqu'elle est décroissante minorée par 0 et elle converge vers 0. Mais à partir d'elle, je peux facilement, entre guillemets, remonter tous les termes de la suite de 1, c'est-à-dire leur additionner 1, pour avoir donc une suite qui est toujours décroissante, toujours minorée par 0 parce qu'elle est minorée par 1, et qui converge non pas vers 0, mais vers 1. Posons un égale ceci pour tout n entier naturel. Alors, la suite un, parenthèse, est décroissante. Elle est décroissante parce que 1 sur n est décroissante. C'est très intuitif. Hein, les termes de 1 sur n, c'est 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, ainsi de suite. Et ceux-là, ils sont tous remontés de 1. Alors, un est décroissante et minorée par 0. Pourtant, limite de un égale 1. J'ai fourni un contre-exemple à l'affirmation 1, c'est-à-dire une suite qui vérifie les hypothèses et pas la conclusion. L'affirmation 1 est donc fausse. C'est fini. Petite remarque, on aurait pu disposer d'une autre suite décroissante vers 0 dans notre arsenal. Par exemple, la suite 1 demi exposant n, qui est géométrique avec une raison strictement comprise entre moins 1 et 1, tend bien vers 0. Et elle est aussi décroissante. Du coup, la suite 1 demi exposant n plus 1 marche aussi. Je trouve que la première est plus simple. Question 2. On considère maintenant une suite un définie sur n, donc il faut comprendre à partir de 0, tel que pour tout entier naturel n, on a un inférieur à 1 pâté. Affirmation 2. La limite de un, c'est moins l'infini. Il faut avoir un automatisme. Si je te parle de limite et d'inégalité ou d'encadrement, tu dois automatiquement penser en premier au théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, ça dépend comment ton prof l'a appelé. Du coup, notre idée, c'est de dire, bon, si notre gendarme, ici, tend vers moins l'infini, un sera plus petite qu'une suite qui tend vers moins l'infini, elle n'aura pas d'autre choix que de tendre vers moins l'infini. Si jamais notre gendarme ne tend pas vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'il tend vers plus l'infini ou vers un réel ou qu'il n'a pas de limite, alors à ce moment-là, l'affirmation 2 sera fausse.
Du coup, tout revient à déterminer la limite du majorant. Déterminons, si elle existe, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 9 exposant n plus 3 exposant n, le tout sur 7 exposant n. Tu noteras avec moi qu'il n'y a pas de parenthèse autour du moins 9 et que c'est donc juste le 9 qui est l'exposant n, puis je prends l'opposé de cette quantité. Alors je vais faire comme d'hab pour déterminer une limite, je vais remplacer, voir si ça me donne une forme déterminée ou pas. S'il n'y a pas de forme déterminée, j'attaque ma rédaction. S'il y a une forme déterminée quelle qu'elle soit, je vais transformer l'expression de ma suite pour lever l'indétermination. Donc en haut, 3 exposant n, je reconnais la limite d'une suite géométrique avec une raison strictement supérieure à 1, donc 3 exposant n tend vers plus l'infini. 9 exposant n, même argument, tend aussi vers plus l'infini. Du coup, moins 9 exposant n tend vers moins l'infini. Donc ça part mal. Au numérateur déjà, j'ai une FI moins l'infini plus l'infini, que j'écris comme ça avec un max de guillemets. Alors je t'invite à faire un retour en arrière et une analogie. La dernière fois que tu as trouvé une forme indéterminée de ce type et que tu as réussi à la lever, c'est quand tu avais, par exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 2x plus 3. Et ce que tu avais remarqué, donc lui tend bien vers plus l'infini, et je lui ajoute lui qui tend vers moins l'infini, et j'ai donc bien le même genre de FI. Qu'est-ce que tu as dit pour lever cette indétermination? Tu as dit, et la technique est assez générale, je vais factoriser par le, entre guillemets, le plus fort, ou celui que j'estime être le plus fort. Ici, intuitivement, c'est assez simple de comprendre que ça risque fortement d'être x carré qui va être le plus fort. Du coup, c'est la technique où je force la factorisation, alors que x carré n'est pas facteur commun, et j'obtiens la factorisation, x carré facteur de 1, moins 2 sur x, plus 3 sur x carré. Je me rends compte rapidement que dans la parenthèse, ça tend vers 1, puisque ces deux termes tendent vers 0, et donc le tout tend vers plus l'infini, autrement dit, c'est le terme de plus haut degré x carré, qui impose sa limite aux autres lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, on va réappliquer cette même méthode ici, sauf que c'est vrai que ça n'a pas la même tête. Honnêtement, c'est pas hyper aberrant que d'estimer que ça va être le 9 exposant n qui risque fortement d'être plus puissant, plus costaud, plus fort que l'autre. Du coup, je vais factoriser par lui. Par 9 exposant n ou par moins 9 exposant n, comme tu veux. Du coup, j'obtiens 9 exposant n facteur de moins 1 plus 3 exposant n sur 9 exposant n. Ici, j'ai toujours une FI de la forme infini sur infini. Mais n'oublie pas que dans ces trucs-là, il faut aussi simplifier. La simplification, c'est en fait le moment où on se rend compte de qui est le plus fort, le plus balèze dans les deux termes qui étaient confrontés ici. Ici, ils sont confrontés avec un quotient. Dans la parenthèse, je vais faire un tout petit calcul. 3 exposant n sur 9 exposant n, c'est bien sûr la même chose que 3 neuvièmes exposant n. Et je vais simplifier 3 neuvièmes, parce que comme chacun sait, depuis fort longtemps depuis le collège, 3 neuvièmes, c'est la même chose que 1 tiers. Et 1 tiers le tout exposant n, bon je détaille beaucoup, hein, on peut aller plus vite, c'est la même chose que 1 exposant n, donc 1, sur 3 exposant n. Voyons maintenant ce qui se passe. Je le refais mentalement, moi je le fais apparaître avec mon pointeur. 3 exposant n tend vers plus l'infini. C'est le même argument qu'on avait utilisé au début. Du coup, 1 sur 3 exposant n de la forme 1 sur plus l'infini tend vers 0. Donc toute la parenthèse tend vers moins 1. Et finalement, tout ceci tend vers plus l'infini fois moins 1, c'est-à-dire vers moins l'infini. Et on retrouve que c'est bien le moins 9 exposant n qui impose sa limite au 3 exposant n qui est beaucoup plus faible. C'est ce qu'on va expliquer et qu'on va rédiger. On a limite de 3 exposant n égale plus l'infini. Je détaille celle-là parce que c'est un résultat de cours de première et qu'il est toujours bon au correcteur de montrer qu'on connaît bien son cours même si c'est de l'année d'avant. Car la raison 3 de cette suite géométrique est strictement plus grande que 1. Pas supérieur ou égal, hein, strictement. Donc,
je détaille pas chaque étape, la limite de moins 1 plus 1 sur 3 exposant n égale moins 1, on peut dire par somme, donc par produit, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 9 exposant n, facteur de moins 1 plus 1 sur 3 exposant n, c'est-à-dire de moins 9 exposant n plus 3 exposant n, j'ai levé la détermination, j'obtiens moins l'infini, c'était bien moins 9 exposant n le plus balèze. Bon, cool, j'ai levé la détermination du numérateur. Du coup, je reviens au début, et je me dis, bon, ça, finalement, c'est plus une FI, j'ai montré que ça tendait vers moins l'infini. Bon, alors, du coup, je regarde le dénominateur, ah, mais pas de bol. Lui, il tend vers plus l'infini. J'ai donc une FI infini sur infini. Alors, pareil, je t'invite à un petit flashback. La dernière fois que tu as eu une forme indéterminée avec la détermination, c'était par exemple lorsque tu avais la limite quand x tend vers plus l'infini de un polynôme divisé par un polynôme, qu'on appelle communément une fraction rationnelle. Je prends n'importe quel polynôme en haut, x carré moins x plus 1. Je prends n'importe quel polynôme en bas, x au cube moins x carré plus 3x moins 2. Le numérateur, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, va tendre vers plus l'infini. Ça va être le x carré, terme de plus haut degré, qui impose sa limite. Et le dénominateur, ici, va tendre vers la même limite que x au cube, à savoir plus l'infini. J'ai donc bien une forme indéterminée, infini sur infini. Comment tu as fait pour faire ça? La technique, si tu la connais pas, je t'invite à la revoir et à l'apprendre, parce qu'elle est hyper classique. Tu as factorisé au numérateur par le plus fort, en forçant la factorisation, un peu comme tout à l'heure. Et au dénominateur, le plus fort mais du dénominateur, pareil, en forçant la factorisation. Et surtout, après, t'as pas oublié de simplifier. C'est le moment où les forces du numérateur et du dénominateur se confrontent, et on voit qu'en haut, il n'y a plus personne, et qu'en bas, il reste un x. Et qu'en fait, du coup, dit communément, intuitivement, c'est le dénominateur qui était plus balèze que le numérateur, et que du coup, il va imposer sa limite. Vérifions. Le numérateur ici, tout ce qui est dans la parenthèse, tend vers 1. Le dénominateur, pareil, la parenthèse, tend vers 1. Et donc, tout le dénominateur tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc, le tout tend vers 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. C'est très important de t'inspirer de cette méthode pour lever cette indétermination. C'est ce qu'on va faire ici du coup aussi. On a moins 9 exposant n plus 3 exposant n sur 7 exposant n égale. Je vais reprendre ma factorisation du dessus, puisque l'idée en haut, c'était de factoriser par le plus fort. Du coup, c'est bien 9 exposant n. Je reprends exactement la même chose. Et au dénominateur, je dois factoriser par le plus fort. Mais en fait, au dénominateur, il n'y a que 7 exposant n. Donc c'est déjà factorisé, 7 exposant n fois 1. Maintenant, je dois confronter les deux plus forts, celui du numérateur et celui du dénominateur. Autrement dit, je vais les isoler, je vais les mettre tout seuls, ici, devant. Bien les confronter. À ce stade, l'idée, c'est de simplifier. Mais alors, simplifier, ici, ça n'a pas tout à fait le même sens que dans l'exemple de tout à l'heure. L'astuce est minime, il faut l'avoir vu une fois. Je vais simplement écrire que 9 exposant n sur 7 exposant n, c'est 9 septièmes exposant n, pour faire apparaître une suite de la forme q exposant n, dont je connais toutes les limites. Je suis donc prêt à conclure. Or, 9 septièmes est strictement supérieur à 1, donc la limite de 9 septièmes le tout exposant n, c'est plus l'infini. Donc finalement, la limite de mon majorant moins 9 exposant n plus 3 exposant n sur 7 exposant n, c'est moins l'infini.
Et là, on reprend notre trame qu'on s'était dit au début, c'est-à-dire qui dit inégalité et limite dit théorème des gendarmes. J'ai un gendarme qui bloque par le haut mon UN et qui l'entraîne vers moins l'infini. Donc, par théorème des gendarmes ou par théorème d'encadrement, ça dépend du prof, la limite de UN, c'est bien moins l'infini. J'oublie pas de conclure, donc l'affirmation 2 est vraie. La 3, c'est un script Python. Alors, je le lis. Je définis la fonction terme de n. J'initialise grand U à 1. Pour i in range n, je fais à chaque tour de boucle, le nouveau u est égal à l'ancien plus le i, la valeur dans la boucle. Et à la fin de cette boucle, je renvoie la valeur de u. C'est le truc classique de Python. Dans cette histoire de range, la question c'est quand est-ce que je commence, quand est-ce que je m'arrête. Je vais faire tourner le script à la main parce que la valeur 4, c'est pas énorme, donc je vais pouvoir faire toutes les valeurs. Donc je commence avec u égale 1. Quand on me dit for i in range n, il faut savoir que la première valeur que prend i, c'est 0. C'est pas 1, c'est 0. Donc au premier tour de boucle, i vaut 0. Et du coup, mon nouveau u, c'est l'ancien plus i qui vaut 0. Donc, j'ajoute 0, j'ai rien fait. Je continue avec i qui prend la valeur suivante, qui est bien sûr i égale 1. J'obtiens du coup nouvelle valeur de u, qui est l'ancienne valeur de u, donc 1, celui-là, et je lui ajoute la valeur de i qui vaut 1, donc 2. Puis je continue. I égale 2, j'obtiens nouvelle valeur de u, l'ancienne valeur de u, 2, plus la valeur de i, qui vaut 2 à ce tour-là, 4. Je continue, i égale 3, u égale l'ancienne valeur de u, 4, plus la valeur de i, 3, donc 7. Et là où c'est un peu vicieux, c'est que je finis pas la boucle à la valeur de n qui vaut 4, je finis la boucle à n-1, c'est-à-dire à 3, c'est-à-dire qu'à cette étape, j'ai terminé. Donc, l'affirmation 3 est vraie. Si je vais jusqu'à i égale 4, je vais répondre faux et je me plante. L'autre remarque que je veux faire autour de ça, c'est la question du for i in range 1n. Si vous avez for i in range 1n, la première valeur de i, c'est 1, c'est bien L, c'est celle que vous avez là. Et la dernière valeur de i, c'est comme quand on n'a pas spécifié le début, ça va jusqu'à i égale n-1. Question 4. Lors d'un concours, le gagnant a le choix entre deux prix. Le prix A, 1000 € par jour pendant 15 jours. Prix B, 1 € le premier jour, 2 € le deuxième, 4 € le troisième pendant 15 jours. Il double la somme reçue chaque jour. Affirmation 4, la valeur du prix A est plus élevée que la valeur du prix B. Je vais calculer combien d'argent au total le gagnant reçoit. Je vais commencer par le prix A. Pour le prix A, je commence par lui parce que c'est le plus simple. Le gagnant reçoit donc 1000 € pendant 15 jours. 1000 fois 15 égale 15 000 €. Bon, hyper facile. Pour le prix B, 1 € le premier jour, plus 2 € le deuxième jour, plus 4 € le troisième jour, plus 8 € le quatrième jour, plus ainsi de suite. Alors on peut se poser la question de combien il gagne le dernier jour. Pour l'instant, je vais l'appeler plus dernier montant. Il faut juste faire gaffe que le 1 qui est en premier, c'est 2 exposant 0, lui c'est 2 exposant 1, lui c'est 2 exposant 2, et que donc il y a un décalage entre le numéro du jour et l'exposant du 2. Donc je vais arrêter le suspense. Au bout de 15 jours, il gagne 2 exposant 14 € le dernier jour. Mais en fait, ça sert à rien.
je remarque que je suis en train d'ajouter des termes d'une suite géométrique. C'est-à-dire, alors si vous êtes chaud, vous pouvez passer par les sigma, somme de i égale 0 à 14, du coup, là on s'en rend bien compte, pour qu'il y ait 15 termes en tout, des deux exposants i. Et ceci, vous avez une formule de première qui vous dit que c'est donc le premier terme, je vais l'écrire en français, parce que c'est comme ça que je vous suggère de la retenir, fois 1 moins la raison exposant nombre de termes, sur 1 moins raison. Et alors, il faut faire gaffe, ça se voit ici au dénominateur. Ceci ne marche pas si la raison vaut 1, sinon, je suis en train de diviser par 0. Donc, si Q différent de 1. Q, la raison, bien sûr. Ok, ben ici, la raison, c'est 2, donc pas de problème. Donc, il reçoit premier terme, ben, c'était 1 euro le premier jour, fois 1 moins la raison, ben, c'est 2. Combien il y a de termes? Autant que de jours, donc 15, sur 1 moins 2. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de savoir ce que vaut le dernier terme. Il y a juste besoin de savoir qu'il y en a 15 en tout. Je calcule ça. 1 fois quelque chose, ben, je peux le virer. Au dénominateur, 1 moins 2, ça vaut moins 1. Divisé par moins 1, c'est comme multiplié par moins 1. J'obtiens donc 1 moins 2 exposant 15 avec un moins pour tout le monde devant, c'est-à-dire 2 exposant 15 moins 1. Et j'obtiens donc, je sors ma calculatrice bien sûr pour 2 exposant 15, 32 767 euros. Alors là, bah, conclure, c'est un jeu d'enfant maintenant. On peut quand même le dire. On a 32 767 qui est bien sûr strictement supérieur à 15 000. Donc la valeur du prix B est en fait plus élevée que celle du prix A. Donc l'affirmation 4 est fausse. La question 5, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que elle peut peut-être te faire peur quand tu la lis, mais en fait, on peut s'en sortir de deux manières différentes, soit par intuition, soit en appliquant nos méthodes. Ici, la méthode pour montrer qu'une suite est croissante, ou plutôt pour étudier les variations d'une suite. Alors, je vais te proposer les deux. Je vais commencer par la version intuitive. Je connais bien entendu la courbe représentative de ma fonction ln, qui est définie sur R étoile plus, qui est strictement croissante, qui a pour limite en 0 plus moins l'infini, et pour limite en plus l'infini, mais qui tend, entre guillemets, mollement. Elle coupe ici en 1 parce que ln de 1 vaut 0. On regarde l'intégrale de 1 à n de ln de x. Bon, du coup, déjà, je commence à 1. Bon, je commence là, pourquoi pas. Donc, je peux regarder ce que vaut V1. Ben, V1, c'est l'intégrale de 1 à 1 de ln de x, donc il n'y a pas d'air, donc V1 vaut 0. Puis je regarde V2, donc je place 2 par exemple ici, et V2, c'est l'aire de ce domaine-là, coincé entre la courbe, l'axe des abscisses, et les deux verticales, x égale 1, x égale 2. Ok? Puis x égale 3. Ah ben je me rends compte que je prends une aire qui va plus loin. Donc qu'elle est plus grande. Puis x égale 4. Et ainsi de suite, et plus le n augmente, plus Vn, c'est l'aire de la courbe entre 1 ici et un endroit sur l'axe des abscisses qui est de plus en plus loin. Alors tu noteras que j'ai dit à chaque fois l'intégrale c'est l'aire, mais ça ne marche ici que parce que sur ce morceau, sur ce domaine, ln est positive. Alors première version, c'est oui, la suite va être croissante parce que quand n augmente, je prends une aire de plus en plus grande, donc c'est terminé. Mais c'est dur avec cette version intuitive de conclure et de justifier l'affirmation 5. Mais au moins, on est convaincu que c'est vrai, ce qui est déjà pas si mal. La deuxième version, ça va être, bon, ben moi je sais pas, je veux regarder qu'une suite est croissante, je connais une méthode, comment enseigner et qui marche super souvent, je vais étudier le signe de la différence de deux termes consécutifs, Vn plus 1 moins Vn. Bon, ben je remplace, Vn plus 1, ben je prends Vn et je remplace partout où je vois n, n par n plus 1. Le reste, je laisse pareil, moins l'intégrale de 1 à n
de ln de x dx. J'ai une différence d'intégrale ici. Dedans, j'ai la même chose, on parle d'intégrande qui est le même, et les bornes sont différentes. Ah, mais ça, tu l'as vu à un endroit dans ton cours d'intégration, c'est quand on dit que l'intégrale de a à c de f de x dx, c'est l'intégrale de a à b de la même chose, plus l'intégrale de b à c, qui s'appelle relation de Chasles, parce que je recolle, entre guillemets, des bouts d'air. Ce que je viens de dire, ça s'adresse à ton intuition pour la retenir. Bon, mais je vais appliquer ça du coup. Ah, mais si je regarde mieux, je pourrais très bien découper la première en m'arrêtant à n, puis en prenant le petit bout qui reste, le reliquat. Donc, je vais l'écrire, c'est l'intégrale de 1 à n de ln de x dx, plus l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx, moins justement l'intégrale de 1 à n de ln de x dx. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ces deux termes-là sont bien sûr les mêmes. Donc il ne me reste que l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx. À ce stade, si je me suis perdu en route, je refais un point sur ma méthode. Pourquoi je faisais ça? J'ai zappé. Ce que je voulais, c'était étudier le signe de l'u, c'est-à-dire le signe de l'u. Ah, ok. Comment étudier le signe d'une intégrale? Il y a une méthode qui me dit que si j'ai une fonction positive, alors son intégrale est positive. Je rappelle que ce n'est pas la seule façon d'avoir une intégrale positive. Du coup, je ne dis pas que la seule façon qu'une intégrale soit positive, c'est que la fonction soit positive. Je dis que si la fonction est positive, je suis sûr que l'intégrale est positive. Ok, donc quel est le signe de ln? La fonction qui a x associé ln de x, c'est-à-dire la fonction ln, elle est justement positive, non pas partout, mais sur 1 plus l'infini. Ah ben ça tombe bien, comme n est supérieur ou égal à 1, lui, en bas, au minimum, il vaut 1. Donc, pour tous les x qui vont bouger dans l'intervalle nn plus 1, je vais avoir ln de x qui va être positif ou nul, si jamais n vaut 1 et que x vaut justement ce n. Donc, l'intégrale entre n et n plus 1 de ln de x dx sera forcément positive. Le théorème s'appelle positivité de l'intégrale, justement. Pareil, je te renvoie à ton cours si tu l'as pas en tête. Mais du coup, ça c'est la même chose que de dire que un plus 1 moins un est positive, et tout ce que j'ai fait au-dessus marche pour tous les n. Donc, un est croissante, et l'affirmation 5 est du coup vraie. J'espère que cette vidéo a correspondu à tes attentes. Je te souhaite une bonne fin de journée, porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao!